Salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans une nouvelle vidéo pour te montrer les achats que j'ai fait à Emmaüs et te montrer éventuellement les modifications que j'y ai apportées. Avant de te montrer ça, si tu as envie de soutenir mon travail, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à mettre un pouce bleu, un like, la cloche, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et puis je vais passer directement aux articles. Donc je suis allée au Emmaüs d'Orléans. Alors il n'est pas vraiment à Orléans même, il est à Ormes. Donc c'est un peu la campagne, hein. Ormes c'est une petite ville dans l'agglomération d'Orléans. Et donc le fait qu'il soit pas au centre d'Orléans et qu'il soit un peu reculé comme ça permet d'avoir un... Ils ont un très grand hangar, ils en ont même plusieurs, donc c'est immense. Il y a énormément de meubles si ça vous intéresse. Pas forcément des meubles que des particuliers ont donnés, mais parfois c'est même des organismes qui les donnent. Donc il peut y avoir plusieurs fois le même meuble et ils sont quasiment neufs. Par exemple, si un restaurant ferme, il peut donner des meubles à Emmaüs. Donc j'en ai déjà vu, je sais que mes parents ont acheté des tabourets là-bas. Il y a énormément de choses différentes, mais moi je vais directement au rayon vêtements. La première chose que j'ai trouvée, c'est ce pantalon qui a une coupe absolument sublime. C'est la marque Affinité, donc généralement c'est pas les gens de mon âge qui achètent dans cette enseigne, mais la coupe est vraiment sublime, elle est super taille haute. Que dire de plus? Le tissu aussi est super joli. Le problème c'est qu'il est un peu fin. La matière est de super bonne qualité, mais j'ai peur qu'il s'abîme vite, notamment à l'entrejambe, vu que moi j'ai les cuisses qui se touchent et qui frottent tout le temps. Donc mes pantalons s'abîment vite à l'entrejambe, j'ai juste peur de ça. Il était abîmé, c'est-à-dire que le zip de la braguette ne s'ouvrait plus. Enfin, vous savez, il y a une dent qui était partie et du coup le zip se fermait plus. Et il était trop long parce que forcément j'ai des petites jambes. Donc j'ai refait les ourlets du bas du pantalon et j'ai changé les zips. Je vous mets un petit timelapse de ces petites modifications que j'ai faites, mais ça ne change pas du tout la forme du vêtement et comme je l'ai dit, je le trouve magnifique. Je me rappelle plus exactement des prix là de tête, mais je vous mettrai sur la vidéo des petits encarts avec les prix.
j'ai trouvé un sous-pull. Alors moi j'ai toujours appelé ça un sous-pull, mais en vrai c'est juste un pull avec un col roulé et la maille est assez fine. J'aime bien la couleur, j'ai pas tant de sous-pulls que ça, j'en ai qui sont pas en maille, enfin qui sont pas en laine, mais qui sont en jersey. Et déjà ça, j'aimerais en avoir d'autres couleurs parce que c'est vrai que j'en porte tout le temps l'hiver. Mais là, le fait d'en avoir un comme ça qui soit bien près du corps, je trouve ça vachement sympa. Aussi, les gens qui le portent pas forcément hyper près du corps, je trouve ça sympa. Mais je dirais plutôt pour les personnes minces, moi je me verrais pas porter un col roulé comme ça qui me colle pas. Donc voilà, tout simple, je vais juste enlever l'espèce de petit médaillon là en métal qui est là. C'est la marque L, comme le magazine. Je vais juste l'enlever parce que je trouve ça pas très joli, mais c'est tout quoi, c'est un bon basique et je suis contente de l'avoir trouvé. Puis c'est vraiment pas cher, je me souviens plus du prix exact, mais ça doit être entre 1 et 3 euros. Donc ça fait plaisir, il est en parfait état, pareil. Et j'ai aussi acheté un pull, oula, il est à l'envers. Donc là, on sent que c'est de la laine de très bonne qualité. Je me demande si c'est pas 100% laine, mais en tout cas, il n'y a pas d'étiquette. Donc je me dis que c'est sûrement un pull qui a été tricoté à la main. Et les pulls qui sont tricotés à la main, c'est de la super bonne qualité, ça tient hyper longtemps. La couleur, je l'adore, hein, évidemment. Si je pouvais avoir 50 pulls rouges, même si ça sert à rien parce que c'est les mêmes, c'est jamais exactement les mêmes. Si je devais choisir une seule couleur de pull pour l'hiver, ce serait le rouge. Donc je suis contente d'en avoir un deuxième, j'en avais déjà un, mais c'était un H&M, donc j'essaie de le porter pas trop souvent pour qu'il s'abîme pas. Donc je suis contente d'en avoir un autre, comme ça même si l'autre s'abîme, je me dis que celui-là il s'abîmera pas. Et voilà, il est un tout petit peu loose, mais pas tant que ça. Il est relativement court, donc facile à rentrer dans un jean taille haute. Vraiment que des atouts quoi, impeccable. Je vais aussi parfois au rayon mercerie qui est tout petit, c'est des gens qui font des dons d'articles de mercerie. Donc j'ai pris des petits fils à broder, donc il y en a de plusieurs épaisseurs, il y en a c'est des 2 brins, il y en a c'est des 6 brins, mais vous savez c'est des fils de coton pour faire de la broderie. Je me souviens plus du prix pareil, mais je vous le mettrai, ça devait vraiment pas être cher. De toute façon les fils comme ça à broder, je les achète jamais neufs, je les achète toujours d'occasion. Parce que j'attends pas d'avoir un projet précis en tête pour me dire tiens il faut que j'achète telle couleur de fil à broder pour ensuite broder. En fait j'ai juste un sac énorme de fil à broder et je pioche dedans les couleurs qui m'intéressent quand j'ai un projet. Et je choisis plutôt les couleurs du projet par rapport aux couleurs que j'ai dans le sac que l'inverse. Mais comme je vous ai dit j'en ai déjà beaucoup en stock. Du coup ça viendra agrémenter mon stock. En fait c'est aussi parce qu'à une époque je faisais pas de broderie mais je faisais énormément de bracelets brésiliens. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet d'ailleurs pour vous montrer comment faire ses propres bracelets brésiliens et pas seulement apprendre à faire les nœuds mais apprendre à faire le motif qu'on veut, parce que j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos sur YouTube qui montrent comment dessiner soi-même son motif de bracelet brésilien et ensuite le tisser. Alors qu'en fait c'est juste, enfin c'est tout con quoi, ça demande juste un peu de temps et de réflexion pour faire le dessin, mais c'est hyper accessible. Enfin bref, tout ça pour dire que quand je faisais des bracelets brésiliens, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé super tôt à en faire. J'avais acheté énormément de fils chez Action, donc c'était pas cher du tout. Là c'est de la meilleure qualité parce que c'est des vraies marques de broderie type DMC. Et maintenant j'ai commencé la broderie, j'espère faire plus de vidéos au sujet de la broderie. Enfin quand je dis je fais de la broderie, c'est pas seulement broder dans des cadres à broder. D'ailleurs je viens seulement de recevoir mes premiers cadres à broder, jusqu'ici j'avais jamais acheté de cadre à broder. Mais donc voilà, c'était pas forcément dans des cadres mais plutôt sur des vêtements, des bijoux, etc. J'ai aussi acheté un énorme bocal de boutons. Donc ce sont que des boutons assez seuls, hein. Il y en a quelques-uns qui se ressemblent mais j'ai l'impression que c'est que des boutons esselés. Et moi ça me dérange pas parce qu'en fait j'ai que ça, j'ai un énorme stock de boutons tout seul. Et pareil, les boutons c'est le genre de truc où j'aime pas aller en magasin les acheter parce que ça coûte un bras pour pas grand chose. On pense à un bouton, on se dit ça coûte rien, mais en fait on se retrouve vite à en avoir pour 10 balles de boutons quoi. Du coup, les boutons, je les achète d'occasion, je les achète au pif en grande quantité et quand j'ai besoin de boutons pour faire un vêtement, je passe vraiment des heures à chercher dans mon stock ce qui pourrait convenir. Et j'ai quelques boutons qui ne sont pas seuls, qui sont en plusieurs exemplaires, mais voilà.
Ça servira toujours. Surtout que en ce moment pour fermer mes chemisiers, je mets toujours une petite goutte dans le dos, une petite fente que je ferme avec un bouton. Parce que je trouve que c'est la manière la plus sympa de fermer un chemisier. Avant je mettais un petit zip dans le dos mais c'est pas pratique à fermer. Poser un zip c'est pas super sympa à coudre. C'est pas super joli. Là je fais juste une petite fente et puis je mets un bouton en haut. Et ça permet de passer la tête et les épaules dans le chemisier. Et je fais ça avec tous mes chemisiers parce que... si j'ai pas prévu de faire une fermeture plus élaborée comme une boutonnière sur tout le devant comme une chemise ou des liens à nouer etc, je fais juste une petite fente dans le dos et voilà, je fais ça pour tous mes chemisiers un peu basiques. Pareil pour les braguettes, le haut des braguettes de pantalon, si j'ai besoin d'un seul bouton pour la braguette, bah ça me dérange pas du tout d'avoir des boutons seuls et de piocher dedans. Donc en fait on en utilise plus que ce qu'on pense, des boutons seuls. Et donc voilà, 3 € pour un bocal de cette taille là, c'est vraiment incroyable comme prix. Enfin, je vous ai dit, normalement ça coûte assez cher les boutons. Je sais que dans les grandes enseignes on peut trouver un paquet de 5 boutons à 3 € et c'est même pas les boutons les plus chers, loin de là. Et enfin, ah non, mince, ça c'est pour la fin, je vous montre juste après. Aussi, ma grande astuce chez Emmaüs, c'est d'acheter du linge de maison. Donc là j'ai acheté des draps. Parce que comme je couds beaucoup et que souvent je couds des choses où je ne suis pas sûre de moi. Quand je ne suis pas sûre de moi, je n'ai pas envie de couper un tissu que j'aime particulièrement ou qui m'a coûté cher. Et donc il me faut des tissus test. Mais les tissus test, faut vraiment qu'ils soient pas chers parce que c'est con d'acheter un tissu pour faire un test. Du coup je l'ai fait dans des vieux draps. Sauf que j'ai vite fait le tour des vieux draps qu'il y a chez moi, enfin j'ai déjà coupé les vieux rideaux de mes parents, enfin c'est bon, j'ai fait le tour. Du coup j'achète des draps chez Emmaüs, parfois j'achète aussi des nappes. Il y a énormément de choix. Pareil, si vous avez besoin de linge de maison chez vous et que vous vous rendez compte qu'un drap c'est un peu cher, parce que c'est vrai que c'est cher pour ce que c'est un drap, et que vous n'avez pas spécialement de préférence pour les motifs, allez chez Emmaüs, il y a beaucoup de choix. Enfin ça dépend des Emmaüs en question, mais à celui de Dorme, il y a beaucoup de choix. Alors j'ai pas précisé, pour aller à Orme, il y a un bus, mais honnêtement c'est très compliqué, moi j'y vais en voiture. Et j'y vais assez régulièrement parce que mes parents habitent Orléans. Et il y a tout le temps des nouvelles choses, franchement ça tourne bien, l'organisation est top. Il y a, je sais pas si on peut dire que ce sont des vendeurs, sachant qu'ils sont bénévoles, mais je dirais qu'il y a plusieurs personnes qui s'occupe de chaque petit pôle. En fait le grand hangar il est divisé en pôles et comme je vous ai dit il y a un pôle mercerie où il y a aussi des vêtements neufs que je regarde pas parce que les prix sont pas intéressants. Il y a le pôle vêtements d'occasion, il y a le pôle vêtements de nuit, linge de lit, linge de maison, vêtements d'enfants. Il y a plein d'autres pôles que je n'ai même pas le temps de regarder parce que comme j'y vais avec mes parents, il faut que je me dépêche parce qu'ils s'impatientent et moi il y a énormément de choses qui m'intéressent là-bas. Genre en fait je sors vite avec 50 € d'achat du Emmaüs alors que c'est que des articles à 2 €. Mais comme je vous ai dit, je vous écrirai les prix, vous vous rendrez compte que c'est vraiment intéressant. Mais donc, cette fois-ci, j'ai acheté, alors je sais pas si des draps ou des nappes, mais quoi qu'il en soit, c'est du coton. Et j'ai juste pris parce que je trouvais que les motifs étaient sympas. Alors c'est pas non plus des énormes coups de cœur, mais dans ce genre de coton assez fin, faire un chemisier, ça va vraiment me faire plaisir, même si c'est un test et que le test il est réussi, je vais être contente de porter un chemisier comme ça. Avant d'acheter un drap, je vérifie qu'il est suffisamment opaque parce que la plupart du temps j'ai aussi envie de coudre des bas, donc des jupes ou des pantalons ou des shorts. Et autant pour le haut ça me dérange pas que le tissu soit un peu transparent parce que ça me dérange pas si on voit mon soutien-gorge ou quoi que ce soit. Autant le bas, quand on voit ma culotte, j'aime pas trop, je trouve ça pas très classe. Du coup la technique de regarder la lumière à travers, je la trouve pas chouette du tout parce que dans tous les cas on va voir la lumière à travers, faut vraiment qu'un tissu soit hyper épais pour pas qu'on voit la lumière à travers. Donc la meilleure technique selon moi c'est de mettre un contraste de couleur. Donc par exemple là j'ai ma main qui est couleur chair et ma chemise qui est bleue, je mets en dessous. Si j'arrive pas à distinguer où est le contraste de couleur, où est le bord de ma manche, ça veut dire que le tissu est suffisamment opaque et que du coup on verra pas le contraste entre ma culotte et ma fesse. Voilà, c'est aussi con que ça, mais je le fais à chaque fois, donc voilà, là j'ai beaucoup de métrage en fait. Quand on prend un drap, j'hésite pas à déplier les draps pour regarder combien il y a de métrage et je les replie évidemment. On n'oublie pas que Emmaüs c'est avant tout une association. Soyez sympa chez Emmaüs quand vous prenez un truc, vous
le rangez. Vous ne négociez pas les prix, hein, on ne négocie pas les prix chez Emmaüs, c'est comme ça. C'est pas parce que c'est pas cher qu'il faut négocier, au contraire, on se rappelle que l'argent récolté c'est pour la bonne cause. Donc je disais, je regarde la taille qu'il y a et souvent dans les draps il y a vraiment de quoi faire. Donc ça c'est le plus petit que j'ai pris et j'ai largement de quoi faire un chemisier, donc un grand chemisier bien ample ou une petite robe. Je peux aussi faire une jupe mais je suis pas sûre que j'ai envie de faire une jupe, enfin je verrai. De toute façon si je crois un truc je vous le montre en vidéo c'est sûr. Je poste pas tant de vidéos que ça. Mais c'est parce que j'ai pas forcément le temps de coudre autant que ce que je voudrais. Un autre drap qui est juste là. Les motifs précédents étaient un peu vieillots mais j'aimais bien. Ceux-là, je trouve qu'ils sont un level au-dessus dans le vieillot, mais les petites bandes là sur le côté, je les vois bien en tant que galons en fait, vous voyez, sur un buste. Des fois on fait des galons verticaux ou au bord d'un col ou en bord de poche ou je sais pas. Je trouverais un moyen d'utiliser ça avec une coupe qui met en valeur les bandes qui sont là. Et donc là je vois bien une robe et pareil j'hésite pas à déplier les draps pour regarder que le coton est pas élimé à certains endroits parce que c'est des draps qui ont été utilisés, des gens ont dormi dedans donc parfois le tissu est un peu abîmé mais là il est vraiment assez épais en fait, très qualitatif et ça fait plaisir. Et le dernier que j'ai pris il est dans un style totalement différent, beaucoup plus moderne. Je regrette simplement que le noir ne soit plus tout à fait noir, il a été un peu délavé. Mais c'est pas grave, là je l'ai pris surtout parce qu'il y a énormément de métrage. C'est une housse de couette, donc il y a deux faces en fait. Il y en a 2 fois plus que pour un drap. C'est une housse de couette 2 personnes. Et donc voilà, là je vais pouvoir faire plein de tests. Et je dirais pas que c'est un motif passe-partout, mais c'est un motif que moi je peux porter tous les jours. Ça fera toujours une toile de vêtements portable si je dois tester un patron de couture. Ou que je veux tester un patron que je veux faire moi-même. Selon moi c'est la meilleure astuce pour faire des économies en couture. Si vous voulez une vidéo sur mes astuces pour faire des économies en couture, n'hésitez pas à me le demander, je vous le ferai avec grand plaisir. Et enfin, le dernier article, c'est un ensemble. Alors là, il y a une veste et une jupe. Je vous mets un insert des vêtements portés parce que là ça va être difficile de se rendre compte de comment ça rend si je vous le montre juste comme ça. Quoi qu'il en soit c'est vraiment très vintage, là je saurais pas dater mais c'est sûr que ça date pas d'hier ces vêtements là. Même au niveau des finitions des coutures, je crois que ça a été fait à la main, je suis même quasiment sûre que ça a été fait à la main. Pareil il n'y a pas d'étiquette et au niveau des coutures il y a plein de points qui ont été cousus à la main et pas à la machine. Donc je trouve ça super sympa. Le tissu je le trouve canon. La coupe de la veste, je la trouve canon. Les plis de la jupe, j'adore ça. Parce que acheter des tissus qui sont plissés, c'est difficile à trouver. Ou alors quand je trouve des tissus plissés, ils sont vraiment super chers. Enfin super cher pour moi, il peut y en avoir à 15 € le mètre, c'est pas incroyablement cher non plus. Mais moi j'achète pas de tissu à 15 € le mètre. Et du coup, j'ai tendance à acheter beaucoup de vêtements vintage avec des plis comme ça au niveau de la jupe. Parce que j'aime bien, tout simplement. Et cet ensemble je vais le modifier parce qu'il n'est pas forcément très... il me met pas en valeur en fait actuellement. La première chose à faire assez simple c'est de raccourcir un petit peu la jupe pour que ce soit une longueur genou et pas une longueur mollet comme ça que je trouve pas ça forcément joli dans ce tissu là parce que c'est un tissu qui est relativement épais. Ça aurait été un tissu plus fluide, j'aurais gardé la longueur mollet. Je vais pas couper la jupe trop courte non plus parce que sinon ça va pas être pratique, je vais avoir peur que ma jupe soit trop courte etc. etc. Le but c'est d'en faire un petit ensemble d'été à porter vraiment juste comme ça les 2 pièces. Vu que la veste est assez serrée sur moi, je pense qu'elle a été faite pour être portée par quelqu'un de plus mince que moi. Bah, je vais la porter en tant que top et non pas en tant que veste, donc avec rien en dessous. Mais le problème c'est que le tissu, je vous ai dit, il est un peu épais, il gratte un peu, comme de la laine, vous voyez. Du coup, il faut que je double entièrement la veste. Et ça va être la partie la plus difficile. Donc il faut que je reproduise un patron de la veste et que je fasse une doublure à la même taille que la veste et que je mette la doublure à l'intérieur de la veste. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais faire. La troisième chose, c'est que je veux enlever ce gros zip là. Là, il y a un gros zip qui est hyper gros en fait. Enfin, je sais pas si vous voyez la taille de la tirette, mais elle est énorme. Et je trouve ça pas du tout raffiné. Du coup il faut que je change le système de fermeture à l'avant. Mais je sais pas ce que je vais pouvoir mettre parce qu'en fait, vu qu'il y a une espèce de motif au niveau du col, et bah je veux que le motif il reste collé. Je peux pas les superposer comme pour faire une boutonnière.
Parce que si je voulais faire une boutonnière, il faudrait superposer les deux bouts et on perdrait le joli motif au niveau du col. Du coup je peux pas faire une boutonnière, donc je vais réfléchir à quel système de fermeture je pourrais adopter pour retirer le zip et porter la veste bien fermée vu que ça sera du coup un top. Mais vraiment j'espère que je vais réussir parce que j'adore cette petite veste, surtout le col pointu et le fait qu'elle soit bien cintrée. C'est impeccable. Et oui, je vous ai pas dit, mais je vais raccourcir aussi la veste. Même si ça me fait un peu mal au cœur, moi, de couper les vêtements. Je vois des filles sur YouTube qui récupèrent des vêtements en friperie et qui les coupent à tour de bras. Donc ça me fait mal au cœur. Je me dis, mais les vêtements, ils étaient super jolis et vous les coupez sans culpabiliser. Moi, ça me fait culpabiliser de couper des vieux vêtements comme ça qui ont traversé les années. Et moi, j'arrive et je demande rien à personne et je coupe. Donc... je réfléchis longtemps avant de couper, mais là j'ai réfléchi longtemps et je vais quand même couper à la fois la jupe et la veste pour faire un petit crop top parce que vu que la jupe je la porte très taille haute, ça ira bien avec. Je vais pas non plus faire quelque chose qui soit rabaissant, hein. Ça va dépasser un tout petit peu sur la jupe au niveau de la taille. Mais voilà, je suis contente parce que la jupe et la veste sont ajustées, donc j'ai pas de modification à faire de ce côté là. Mais du coup je vais récupérer du tissu au bas de la jupe et au bas de la veste, et avec le tissu récupéré je ne vais surtout pas le jeter. Je vais soit faire des poches, soit faire un sac. Parce que cette tenue c'est typiquement le genre de tenue où je ne saurais jamais où mettre mes clés et mon portable. Donc il faudrait que je fasse des poches ou un sac, sachant que je n'ai jamais fait de petits sacs. Et je me suis fixé comme objectif de cette année scolaire là 2020-2021 de faire des sacs. Et donc je vais vous faire une petite série de vidéos sur les sacs. Encore faut-il que je me dépêche parce que l'année va passer vite. Je crois que j'ai tout dit sur ce petit ensemble et du coup je vous dis à tout à l'heure pour vous montrer le résultat de comment ça rend une fois modifié et porté. Je commence tout de suite la modification de la veste en enlevant le gros zip que j'aimais pas. Donc je les découds avec mon découpe-vide, ça prend pas mal de temps. Je vais pouvoir après, plus tard dans la vidéo, modifier la fermeture en mettant des petits crochets de soutien-gorge au lieu d'un gros zip. Ça sera beaucoup plus discret. J'enlève tous les petits fils qui sont restés coincés dans le tissu parce que dès qu'on défait une couture, ça fout des fils partout, donc il faut les enlever. Et je passe au patronage de la doublure. Donc pour ça je prends des feuilles que je scotche entre elles pour que ça fasse une grande feuille. J'utilise du papier de brouillon, mais vous pouvez prendre une grande surface de feuille directement. J'installe une serviette de toilette sur mon bureau pour ne pas abîmer mon bureau. En fait, ça va servir de mousse protectrice dans laquelle mon épingle va pouvoir s'enfoncer parce que après avoir mis ma veste bien à plat sur la feuille, je vais utiliser une épingle pour faire des trous sur le contour de la veste que je veux recopier pour faire mon patron, et ces trous vont se retrouver dans la feuille. Donc pour le devant de la veste, je vais patronner 3 parties. La première, ça va être le milieu du devant. Donc il va y en avoir 2, un pour la droite, un pour la gauche. La deuxième partie, ça va être le côté du devant, pareil, une pour la droite, une pour la gauche, et la troisième partie, ça va être le haut du devant. Ce qui sépare ces 3 parties, c'est le fait que j'ai 2 pinces sur mon devant, une pince verticale pour resserrer en fait à la taille, elle a été mise là pour que la taille soit bien cintrée, donc ça sépare la droite de la gauche, et une pince horizontale qui est une pince poitrine pour que la veste soit bien cintrée au niveau de la poitrine, et ça va me faire la limite entre le haut et le bas. Alors si vous êtes habitué à coudre des pinces poitrine, vous savez que ça ne prend pas toute la largeur du devant. Donc moi, pour faire la séparation entre les 2 pièces du bas et la pièce du haut, j'ai prolongé ma pince poitrine à l'horizontale en me servant des carreaux du tissu pour savoir où est-ce que c'était bien horizontal. Et je l'ai tracé à la règle tout simplement pour délimiter le haut du bas. Et pareil pour la pince verticale à la taille, je l'ai prolongée à la règle jusqu'à la limite de la pince poitrine pour savoir où était la délimitation entre la droite et la gauche, enfin c'est-à-dire entre le milieu et le côté de mon devant. Et le fait de le faire à la règle et de prendre des repères fixes, ça va faire en sorte que j'ai les mêmes repères quand je vais patronner les différentes pièces, et donc je vais pas me tromper.
Donc une fois que j'ai fait plein de petits trous au niveau des coutures, que j'ai suivi toutes les coutures que je voulais reporter, je relie les points au stylo et je marque avec mon stylo des instructions pour me repérer. Donc là j'ai marqué où est-ce qu'était le milieu devant et où est-ce qu'était le côté de la veste, donc la couture qui relie le dos au devant. Ça c'est pour me repérer plus tard quand je vais couper les pièces. Et enfin, après avoir fait les deux pièces du bas, donc le milieu et le côté, je dois faire le haut. Et le haut c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de volume et il faut être bien à plat pour pouvoir recopier. Donc je me mets dans le coin de mon bureau. Comme quand on repasse une chemise, on met la chemise sur le bord de la table à repasser, là c'est pareil. Et je recopie donc la ligne d'épaule. Ensuite la ligne d'emmanchure qui relie le buste à la manche et la ligne de col qui relie le buste au col parce qu'en fait pour le col il y a un espèce d'empiècement. Et après, en fait j'utilise ma règle pour cette ligne là, j'ai déjà fait pour les autres pièces mais j'ai pas eu le temps de l'expliquer, c'est que la pince horizontale de poitrine, elle est que sur un endroit mais moi je la prolonge en fait pour créer ma pièce. Donc tout simplement je prolonge la pince avec ma règle. Et là je reporte l'épaisseur du col parce que en fait sur les autres pièces j'ai pas soustrait l'épaisseur de l'empiècement du col quand j'ai recopié, alors que là j'ai pas pris le col en compte, je l'ai laissé de côté. Et là en fait j'ai pas réussi avec tout le volume à tout recopier d'un coup, dans le coin de mon bureau ça tenait pas. Donc j'essaie d'avoir des repères assez fidèles avant de recommencer à reporter les coutures avec mon épingle. Donc là je fais la pince de poitrine, le petit bout de la couture du côté et le petit bout qui me manquait de couture de l'emmanchure. Et je relie les points au stylo. Là je me rends compte que l'empiècement du col, en fait la parmenture du devant de la veste, je l'ai pas soustrait à ce que j'ai recopié, alors que la doublure ne va pas venir jusqu'au milieu de la veste, jusqu'au bord du tissu, elle va être un petit peu en retrait, parce que on voit que le tissu a déjà été doublé au niveau de la parmenture, donc je soustrais cette épaisseur qui faisait environ 5 cm à la pièce du milieu devant que j'avais recopié et je peux découper toutes mes pièces. Quand je découpe toutes mes pièces, j'en profite pour remettre des petits bouts de scotch parce que les différentes feuilles ont tendance à se détacher, et je marque aussi par exemple où est le haut, où est le bas des pièces, parce qu'une fois découpées on a parfois du mal à se repérer. Et voilà ce que ça va donner une fois cousu. Je vérifie que la pièce sur laquelle j'avais des doutes correspond bien à ce que j'ai patronné. En fait le haut du buste, j'avais peur que ce soit mal fait. Et là je passe au dos. Donc pareil, je scotche des feuilles entre elles pour avoir une grande surface. Et là je l'ai pas filmé parce que ma mémoire était pleine, mais j'ai patronné le milieu du dos. Donc pareil, dans le dos il y a deux grandes pinces verticales. Donc en fait ce sont deux petites pinces au niveau du col et deux grandes pinces au niveau de la taille que j'ai reliées pour faire des grandes pinces qui font toute la hauteur du buste. Et donc j'ai plié ma veste en deux parce qu'elle est symétrique dans le dos. Et j'ai recopié la moitié du dos sur la partie du milieu et il me reste la partie extérieure du côté à recopier, donc entre la pince et la couture du côté. Donc je repositionne ma veste et maintenant que j'ai fait le milieu du dos, je vais pouvoir faire le côté du dos. Alors c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de volume qui s'est créé avec l'assemblage, c'est normal, hein, une veste c'est en volume. Mais quand je recopie moi avec mon épingle, c'est vraiment pas facile. Du coup, même si là je fais un premier tracé avec mon épingle que je viens piquer dans le tissu à travers la feuille, je vais après repasser au stylo en prenant plein de mesures sur ma veste pour vérifier que ce que j'ai fait à l'épingle c'était bien, et en fait c'était pas top. Donc je le fais manuellement en fait, c'est plus long
et on a toujours peur de se planter, mais je prends plein de mesures sur ma veste pour voir quel est l'écart en fait entre la pince du dos et la couture du côté, quel est l'écart entre la pince du dos et la couture de l'emmanchure, quelle est la longueur de la couture de l'épaule, etc., etc. Et là j'ai mesuré aussi la longueur de l'emmanchure et je vois qu'elle était trop courte, du coup je viens creuser ma couture d'emmanchure, comme ça fera une courbe plus grande, plus longue en fait. Et une fois que j'ai reporté toutes mes mesures, je vais pouvoir découper. Là je me rends compte que vu que j'avais fait plusieurs traits parce que je me suis corrigée, j'ai coupé sur le mauvais trait, donc je scotche et je recoupe. Et voilà ce que ça va donner cousu, un demi-dos. Et il me reste une dernière pièce à recopier, ce sont les manches. Alors les manches, ce sont des tubes, donc ça va être très difficile à recopier en une seule fois, donc je vais recopier en 2 fois. D'abord le dos de la manche, que je vais mettre à plat, ensuite je ferai le devant de la manche, et je scotcherai les deux ensemble pour avoir ma pièce en entier. Je commence par recopier la couture de l'emmanchure qui assemble la manche au buste, puis le haut de manche, le bas de manche, et l'endroit où il y aura l'ourlet. Donc le haut de manche, en fait il n'y a pas de couture normalement à cet endroit là, donc c'est là où je vais assembler le devant et l'arrière de ma manche avec un scotch. Et la couture pour fermer le tube se fera au bas de la manche, sous le bras en fait. Je découpe et je passe au devant de la manche. Dans mes papiers c'est du brouillon, c'est fait sur des cours de robotique, mais j'avais plus besoin de ces cours donc voilà. Donc pareil, je décalque le haut et le bas de manche, la couture de l'emmanchure, et en fait ce qui est le plus délicat c'est la couture de l'emmanchure parce que c'est une courbe assez particulière. Je me souviens que je l'ai un peu corrigée par rapport à ce que j'avais tracé à l'épingle parce que avec l'expérience je sais un peu à quoi ça ressemble. Mais au final je me retrouve quand même avec une manche qui a une tête un peu bizarre quand j'assemble le devant et le dos. Alors j'hésite pas aussi à marquer lequel des deux est le devant parce que après quand je vais couper mon tissu je saurai plus où est le devant et où est le dos et c'est important parce qu'ils sont pas symétriques. Et là je me rends compte que j'ai mal fait mon travail parce que la couture où le tube est censé se fermer, et bah elle a pas la même longueur des deux côtés, donc il y a un problème, donc je corrige ça, je marque combien de centimètres je vais devoir rajouter. Et puis je vais rajouter un bout de papier au bord pour pouvoir rajouter ce qui me manquait au niveau de l'ourlet du bas de manche. Et là, je vois que le tour de bras, je l'avais fait un tout petit peu trop grand et en plus, le côté de droite qu'on voit sur l'image était en biais vers l'extérieur, alors que d'habitude les manches sont en biais vers l'intérieur. Donc je corrige ça. Et maintenant que j'ai fait toutes mes pièces de patron, je peux sortir mon tissu pour découper toutes mes pièces de doublure. Je plie mon tissu en deux pour pouvoir couper ma pièce du milieu du dos, que je dois couper au pli, c'est-à-dire que je mets le milieu du dos qui correspond au bord de ma pièce au niveau du pli du tissu, comme ça quand je vais déplier le tissu, elle sera symétrique et 2 fois plus grande. J'épingle et je mesure
combien de longueur j'ai besoin puisque je vais couper ma veste par la suite. Donc évidemment ma doublure n'a pas besoin d'être aussi grande. Donc je mesure combien de longueur j'ai besoin et je replie ma pièce de patron en papier puisque évidemment j'ai pas besoin de toute cette longueur. Donc je peux plier le bas, je vais couper en fait plus court que la pièce de patron. Et donc j'épingle tout autour et je coupe à 1 cm puisqu'il me faut 1 cm de marge pour les coutures. Je le fais à l'œil, je trace pas ma marge de couture de 1 cm parce que j'ai l'habitude. Et je passe à la deuxième pièce du dos qui correspond au côté du dos. Donc là, de nouveau, je plie mon tissu. Cette pièce-là, elle n'est pas au pli. C'est 2 pièces indépendantes qui vont être séparées. Mais le fait de plier mon tissu, j'ai l'assurance que les 2 pièces vont être coupées de façon symétrique et non identique. J'essaie de bien aligner les rayures de mon tissu pour que mes pièces soient coupées de façon bien droite, dans le droit fil du tissu. Pour le tissu, j'ai choisi un drap de coton que j'avais trouvé chez ma grand-mère. Alors il est rayé blanc, bleu et jaune, ce qui correspond bien aux couleurs de la veste. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et puis c'est un coton fin qui va être assez confortable. Et comme mon coupon de tissu est très grand, j'ai besoin de mettre un poids dessus, donc ma petite boîte rouge, parce que sinon le tissu a tendance à glisser sur les côtés de mon bureau. Et pareil, j'épingle et je coupe à 1 cm en pliant le bas de la pièce. Grâce à la première pièce que j'ai coupée, j'ai mesuré combien je devais enlever en bas de la pièce. Et je passe maintenant au devant de la veste. Donc pareil, j'ai mis une épingle et je mesure quelle est la longueur que j'ai besoin de garder. Je plie ce qui ne m'est pas nécessaire. Donc ça, c'est le milieu du devant que pareil, je vais couper en 2 fois. Donc je plie mon tissu pour pouvoir avoir la pièce en double, en faisant bien attention toujours à aligner les rayures, à épingler et à couper à 1 cm tout autour. Alors les pièces du devant sont un peu plus courtes que les pièces du dos, c'est normal parce que les pièces du devant, il y a une 3e pièce qui vient faire le haut, alors que les pièces du dos, elles sont dans toute la hauteur du dos. Là je passe à la pièce qui correspond au côté du buste du devant. Pareil, toujours je la coupe en double. Et j'ai plié ma pièce parce que je n'ai pas besoin de toute la hauteur vu que je vais raccourcir ma veste. Je passe maintenant à la pièce qui correspond aux manches, que je dois aussi couper en double. Je plie mon tissu dans un autre sens, tout simplement pour gagner de la place dans mon tissu et éviter d'en gâcher. Mais voilà, le tissu est toujours plié, donc j'aurai bien 2 fois ma pièce de manche et de façon symétrique. Les 2 pièces seront symétriques et pas identiques. Il me reste le pièce du haut du buste du devant, pareil que je coupe en double. Alors je retourne la pièce tout simplement pour perdre le moins de tissu possible. Et c'est fini, j'ai coupé toutes mes pièces, je peux passer à l'assemblage. Donc je sors ma surjeteuse que je dois enfiler, ça prend pas mal de temps, j'ai eu quelques galères à l'enfiler. C'est vrai que c'est pas forcément facile d'enfiler une surjeteuse, mais je prends le temps de le faire parce qu'avant elle était enfilée en noir et donc ça n'allait pas du tout. Je sors le petit manuel pour savoir comment je dois la régler parce qu'en fonction du point qu'on veut utiliser, il y a des réglages différents. Et moi j'utilise un point qui va assembler les différentes pièces de tissu et faire le surfil en même temps.
c'est-à-dire la couture qui évite les valeurs de couture de ces filochés. Donc à la fois ça assemble et à la fois ça sécurise les coutures. Je vais commencer par coudre les manches. Donc les manches ce sont des tubes, donc il faut déjà que je referme les tubes. Donc endroit sur endroit, je vais venir plier la manche sur elle-même et épingler la couture qui correspond au dessous du bras. Je la couds à la surjeteuse. Alors là ça n'a pas marché, la surjeteuse n'a pas assemblé les deux côtés de la manche, elle a cousu dans le vide, donc j'ai dû refaire quelques réglages et quelques tests, mais finalement j'ai réussi à la régler. Donc j'ai recousu cette manche et la deuxième. Je vérifie que mes coutures sont impeccables. Et je passe au devant de la veste. Je désépingle les deux pièces du bas du devant de la veste. Donc ça me fait 4 morceaux de tissu, 2 pour chaque côté. Et je vais les épingler endroit contre endroit. Donc le milieu du devant avec le côté du devant et ce pour les deux côtés. Et une fois que j'ai tout épinglé, je couds à la surjeteuse. Vu que la surjeteuse elle a un couteau, il faut surtout pas oublier de enlever les épingles avant que ça passe sous le pied de biche, parce que sinon l'épingle va se coincer dans le couteau de la surjeteuse et ça va tout casser. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez faire ces étapes à la machine à coudre avec un point droit premièrement, puis repasser au même endroit avec un point zigzag pour faire le surfil et éviter que le tissu ne s'effiloche, parce que si le tissu s'effiloche, vous allez vous retrouver avec un vêtement troué à la fin. Une fois que j'ai cousu les deux morceaux du bas du devant de la veste ensemble, je peux sortir le troisième morceau du devant de la veste qui correspond au haut du devant de la veste. Et donc là pareil, j'en ai 2 pièces, une pour la droite, une pour la gauche, et je vais venir épingler endroit contre le bas du devant de la veste que je viens de coudre. Je me rends compte que là j'ai beaucoup d'embus vu que c'est arrondi, donc je mets beaucoup d'épingles. Et je vais même devoir à un moment m'y reprendre à 2 fois après avoir fait une première couture tellement j'ai d'embus. Donc faut tirer sur le tissu, mettre beaucoup d'épingles et finalement j'ai réussi, mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc là j'ai pas réussi à résorber tout l'embut, donc je découds tout avant de refaire toute cette couture, parce qu'on voit que sur la gauche le côté du bas dépasse beaucoup plus que la pièce du haut. Et puis en plus découdre une couture à la surjeteuse ça prend vraiment beaucoup de temps, donc là je vous l'ai mis en accéléré. Vu que j'ai décousu, il va y avoir plein de petits fils à enlever. Et une fois que j'ai fini de coudre les deux devants, je passe aux pièces du dos. Et il faut que j'assemble le milieu du dos avec les côtés du dos. Toujours endroit contre endroit. Donc on voit que le milieu du dos qui était plié en deux s'est déplié quand j'ai désépinglé le patron.
Et maintenant je peux épingler les deux côtés de chaque côté avant de coudre. Lorsque l'on coud à la surjeteuse, on ne peut pas faire de point d'arrêt, donc les fils peuvent se découdre en fin et en début de couture. Donc pour éviter ça, à la surjeteuse, il faut trouver une solution pour remplacer les points d'arrêt par quelque chose qui empêche les fils de se découdre. Donc quand je sais que ma couture en début et en fin de couture va être recouverte par la suite par une autre couture, je coupe simplement mon fil à ras parce que je sais que ça va être recouvert par une autre couture et donc les fils vont être bloqués et ne vont pas pouvoir se découdre. Mais pour les coutures pour lesquelles je sais qu'elles ne vont pas être recouvertes par une autre couture par la suite, je prends simplement les fils qui dépassent et je fais un nœud. Une fois que j'ai cousu le dos, je vais assembler les deux devants avec le dos. Donc je mets mon dos à plat et je vais poser mes deux devants par-dessus endroit contre endroit. Je vais épingler les coutures des côtés, donc sous les bras, les coutures des côtés du buste et les coutures des épaules, ce qui va me permettre d'assembler les deux devants au dos. Maintenant que j'ai fait les côtés, je passe aux épaules. Il me reste plus que les manches à attacher au buste, sauf que les manches c'est un petit peu difficile à coudre parce que ce sont que des coutures courbes et en plus il y a de l'embu à résorber, donc je vais pas le faire à la surjeteuse, je vais le faire à la machine à coudre. Donc je vais coudre au point droit puis au point zigzag pour sécuriser la couture. La première chose à faire c'est déterminer quelle manche va de quel côté. Donc pour ça je regarde le cran que j'ai fait au moment de la coupe et donc ce petit cran il me permet de voir quel est l'avant et l'arrière de la manche et donc je mets mes manches dans le bon sens pour que l'avant de la manche corresponde bien à l'avant du buste. Donc chaque manche va aller d'un côté et il n'y a pas de choix possible. Ensuite je vais mettre la manche dans le trou de l'emmanchure, le tout endroit contre endroit. Donc là on voit que le buste il est toujours sur l'envers et je vais mettre la manche sur l'endroit, comme ça quand la manche viendra dans le trou ce sera bien endroit contre endroit. Et je vais épingler la couture de l'emmanchure qui assemble le buste à la manche. Pour ça je prends plusieurs repères. La couture du dessous du bras va être alignée avec la couture du côté du buste. Donc je peux aligner ces deux coutures là au niveau du bas de l'emmanchure. Et au niveau du haut de l'emmanchure, j'ai fait un cran sur la tête de manche quand j'ai coupé ma manche et ce cran va être aligné avec la couture d'épaule du buste. Une fois que j'ai aligné ces deux points de repère, je mets des épingles tout autour en essayant de jouer avec l'embu pour pas que ça fasse de plis. Une fois que j'ai fait ça, je couds au point droit. Quand ma couture est faite, je désépingle, je vérifie qu'il n'y ait pas de plis disgracieux. Et là on voit que j'ai laissé un pli, donc j'ai pas réussi à faire en sorte que tout l'embus soit bien à plat. Donc je découds à l'aide de mon découpe-vite l'endroit où il y a un pli et je vais venir tirer sur mon tissu pour que le pli s'en aille et je recouds à cet endroit là.
Une fois que j'ai bien une belle couture sans pli, je vais pouvoir surfiler ma couture avec un point zigzag à la machine à coudre. Une fois que ma manche est cousue à mon buste, je vais faire l'ourlet de manche. Donc je mets ma veste sur l'envers, c'est-à-dire toutes les coutures apparentes de mon côté, et je vais venir replier 2 fois le bord du tissu de mon côté, comme ça l'ourlet sera bien dans le bon sens. Et une fois que j'ai épinglé l'ourlet tout autour du bout de la manche, qui sera au niveau du bras, je peux le coudre au point droit. Et je fais exactement les mêmes opérations avec la deuxième manche, donc là je voulais pas montrer parce que c'est un petit peu long. Mais voilà, j'ai fini de coudre mes 2 manches au buste et de faire les 2 ourlets des manches. Je vais maintenant surfiler à l'aide de ma surjeteuse tout ce qui reste en bord franc sur la veste, donc tout ce qui est au niveau de l'encolure aussi bien sur le devant que sur le dos, et tout ce qui est ouverture au niveau du buste sur le devant, je vais le surfiler. Et je surfile aussi le bas de la veste, puisque tous ces endroits qui sont en bord franc et que je suis en train de surfiler, ils vont être assemblés avec la veste, parce que là je suis en train de faire la doublure, donc la doublure va être assemblée à la veste à ces endroits-là. Et du coup, il faut que je surfile maintenant parce que je sais pas si je vais surfiler la couture avec la veste, vu que la veste est un petit peu vieille, je pense pas que je vais la malmener avec ma surjeteuse. Donc je fais ça en prévision. Ensuite, j'enfile la doublure dans la veste pour voir ce que ça donne. Et je viens passer ma main entre la doublure et la veste pour retourner entièrement la doublure et la veste en pinçant la couture que je m'apprête à faire au niveau de la nuque et qui va se prolonger tout autour de l'encolure jusqu'au devant, l'ouverture du devant. Et enfiler la doublure dans la veste puis retourner en pinçant la couture qu'on veut coudre, ça permet d'être sûr de coudre dans le bon sens. Et j'épingle tout autour, donc en fait j'épingle le bord de la doublure avec la couture de la veste, donc c'est la couture qui assemble le corps de la veste avec le col. Donc pour les points de repère, j'ai aligné les coutures des épaules de la veste avec les coutures des épaules de la doublure, les pinces de la veste avec les coutures de la doublure qui assemblent le milieu du dos avec le côté du dos. Et je viens aligner le milieu de la nuque de la doublure avec le milieu de la nuque de la veste. Et là je me rends compte que j'ai trop de tissu. Donc pour pallier à ce problème, je vais créer un pli dans la doublure au niveau du milieu de la nuque. Et en fait c'est presque bien parce que avoir un pli comme ça dans la doublure, ça permet d'avoir plus d'aisance. Et du coup c'est pas sur la doublure que ça va venir tirer quand on va bouger dans la veste, mais bien sur le tissu principal. Donc ça évite d'abîmer la doublure trop vite, ça permet d'avoir un petit pli d'aisance et d'être à l'aise. Je continue d'épingler tout autour de l'encolure jusqu'au bas de la veste sur le devant. Puisque en fait, je vous parlais de la couture qui assemble le buste avec le col pour la veste, mais cette couture se poursuit sur le devant de la veste puisque la veste est munie d'une parmenture sur le devant. Donc c'est très pratique.
fois que j'ai épinglé, je peux coudre. Donc je suis toujours sur l'envers de la veste. Toutes les parties de l'endroit de la veste et de l'endroit de la doublure sont à l'intérieur, prises en sandwich. Et là je couds tout autour du col en faisant attention de bien coudre dans la marge de couture. Donc dans la marge de couture de la couture qui a assemblé le buste de la veste avec le col de la veste. Parce que si je ne couds pas dans la marge de couture et que je dépasse vraiment sur la veste, bah ça va se voir de l'extérieur, ça va modifier la forme de la veste finie. Donc je fais attention à bien coudre de façon précise dans ce petit centimètre qui m'est disponible. Donc c'est vraiment un travail de précision pour le coup. Je vérifie que toute la couture que je viens de faire tout autour de l'encolure s'est passée sans problème, qu'il n'y a pas de plis, que j'ai pas mordu sur le tissu principal. Alors, quand j'ai dit que j'avais cousu toute l'encolure, j'ai un peu menti. Pourquoi? Parce que si je retourne ma veste sur l'endroit, on voit qu'il y a deux endroits dans le col que j'ai pas cousu. C'est parce que la marge de couture était trop fine et j'avais peur que ça s'effiloche et que ça tienne pas. Du coup, là où la marge de couture était trop fine, je n'ai pas cousu et je vais faire cette couture à la main au point invisible. Donc j'épingle quand même donc maintenant sur l'endroit, pas sur l'envers, et je vais venir coudre à la main sur l'endroit au point invisible, parce que si j'avais cousu à la machine, le tissu des marges de couture se serait peut-être effiloché et ça n'aurait pas tenu dans le temps. Donc je prends une aiguille, un fil et je m'attaque à ça. J'aime pas du tout coudre à la main parce que c'est très long, mais bon, voilà. C'est pour ça que j'ai pas fait l'ensemble de l'encolure à la main, mais du coup je fais des compromis comme ça et ça se passe très bien. Je vais maintenant couper le bas de la veste. Alors là, j'ai pris pas mal de temps à faire ça. J'ai pris énormément de mesures différentes parce que je voulais pas me louper. Une fois que c'est coupé, on peut pas revenir en arrière. Donc j'ai commencé par prendre des mesures qui partent du bas du vêtement en me disant que je vais enlever la même quantité de tissu partout en partant du bas du vêtement. Puis je me suis rendu compte que ce vêtement n'a pas été cousu de façon très précise et que du coup si j'enlève la même quantité de tissu au bas du vêtement, je vais pas être symétrique. Donc je me suis rendu compte de ça quand j'ai comparé les deux côtés du devant de la veste et que j'ai vu que les épingles que j'avais mises n'étaient pas du tout au même endroit. Du coup, au lieu de mesurer par rapport au bas de la veste, je vais mesurer par rapport au haut de la veste. Et je vais faire une courbe qui me semble assez jolie en prenant différents points de repère par rapport au haut de la veste et non pas au bas de la veste. Une fois que je suis satisfaite de la courbe que j'ai dessinée, je peux couper en allant d'épingle en épingle, vu que j'ai mis plein d'épingles. J'ai fait attention aussi à ne pas suivre les carreaux parce que ça donnait envie quand même de suivre les carreaux, mais pareil, vu que la veste n'a pas été cousue de façon parfaite, les carreaux ne sont pas parfaitement alignés et du coup il fallait faire attention à ça. Évidemment, quand j'ai pris les mesures sur moi avant d'épingler la veste, j'ai vérifié que je prenais une marge de couture. J'ai pas mis les épingles exactement à l'endroit où je voulais que la veste s'arrête sur moi, mais j'ai mis 1 ou 2 cm de plus pour compter la valeur de couture puisque le bas de la veste va être cousu au bas de la doublure. Donc j'ai pris un petit peu de marge. Et oui, je l'ai pas précisé, mais évidemment j'ai enfilé la veste et j'ai mis une épingle sur moi-même pour voir où est-ce que je voulais que la veste s'arrête avant de mettre des épingles partout tout autour en prenant des mesures directement sur la veste. Je me suis regardée dans un miroir avant. Je passe maintenant à la jupe. Il faut que je coupe la jupe exactement comme je viens de le faire avec la veste. Alors là c'est différent vu que la jupe a été cousue de façon un peu plus parfaite. Je vais pouvoir suivre les carreaux puisque je viens de vérifier là avec mon maître que les carreaux étaient bien parallèles au bord de la jupe. Et j'ai regardé combien je voulais supprimer de tissu au bas de la jupe. J'ai coupé à un endroit et j'ai coupé tout autour en suivant les carreaux. Et donc j'ai bien supprimé la même longueur de tissu tout autour de la jupe. Donc là j'ai bien mesuré par rapport au bas de la jupe et pas par rapport au haut de la jupe.
fois que j'ai coupé le bas de la jupe, il faut refaire tout l'ourlet du bas, donc je replie le tissu 2 fois vers l'intérieur du bas de la jupe. Je fais cet ourlet assez fin parce que ça me permet de perdre le moins de tissu possible et donc d'avoir le plus de tissu en chute pour pouvoir faire le sac par la suite, parce que c'est bon, j'ai décidé ce que je vais faire avec les restes de tissu, c'est un petit sac. Je mets énormément d'épingles parce que c'est pas un tissu très simple, hein. Il est assez épais et assez mou à la fois, donc il fait un peu sa vie. Donc faut mettre plein d'épingles et ça prend énormément de temps de faire un ourlet. Là je vous ai bien tout cuté et j'ai mis beaucoup d'accéléré parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais c'est très redondant, donc c'était pas la peine de tout montrer. Et je couds au point droit. Je l'ai mis en vitesse réelle là, à ce moment-là, et c'est vrai qu'on voit que ça prend pas mal de temps. J'enlève toutes les épingles. Et là, je me suis rendu compte de quelque chose d'assez fâcheux, c'est que quand j'ai fait un nouvel ourlet au bas de la jupe, et bah ça déplie les plis. C'est-à-dire que la jupe est une jupe plissée, avec des plis qui sont plaqués, et c'est ce que j'adore dans cette jupe. Mais quand on fait un nouvel ourlet au bas de la jupe, et bah ça fait qu'au bas de la jupe, les plis ne veulent plus se plier parce qu'ils sont pas bien repassés. Donc j'ai essayé de repasser les plis bien à plat avec mon fer à repasser, mais ça n'a pas suffi. Quand je portais la jupe, ça partait beaucoup en évasé de façon pas élégante à mon goût. Donc il fallait que je plaque vraiment ces plis. Pour plaquer ces plis, j'ai décidé de faire des petites coutures à la main. Donc avec un point assez large, bien large à la main pour ne pas non plus entraver le mouvement de la jupe. Et pour que ces plis soient parfaitement invisibles, je vais le faire uniquement pour les plis qui sont pliés vers l'intérieur. C'est-à-dire que les plis, il y en a 1 sur 2 qui est vers l'extérieur, 1 sur 2 qui est vers l'intérieur. Et donc je vais plaquer un pli sur 2 avec un point à la main, qui va forcer en fait la jupe à rester bien plaquée, avec des plis bien réguliers et pas des plis qui partent dans tous les sens. Donc je prends du fil et une aiguille, je mets ma jupe sur l'envers et tous les plis qui viennent vers moi, je les plaque. Donc je couds assez proche du bord, c'est pas non plus la peine de plaquer les plis trop loin, c'est juste pour garder le mouvement général et je fais un point assez large sur environ 10 cm au bas de la jupe. Une fois que j'ai fini de faire tous mes plis avec la jupe, elle est finie et je peux la mettre de côté et passer de nouveau au haut de l'ensemble, c'est-à-dire à la veste. Donc là j'ai repris la veste, j'ai ressorti ma surjeteuse tout simplement pour surfiler le bas de la veste, le tissu principal, parce que j'avais déjà surfilé la doublure, mais le bas de la veste je l'ai coupé, du coup le bas de la veste est en bord franc dans le tissu principal et je l'ai surfilé pour pas que ça s'effiloche. Une fois que j'ai fait ça, je retourne ma veste pour que la doublure et le tissu principal soient endroit contre endroit. Donc l'endroit est à l'intérieur en sandwich et je vais venir épingler le bas de la veste avec le bas de la doublure pour fermer définitivement cette veste. Aussi au niveau du milieu du dos en bas, comme pour le milieu de la nuque tout à l'heure, je crée un pli dans la doublure qui sera le pli des anses parce que tout simplement j'ai un peu trop de tissu dans la doublure. Donc pour les repères, j'aligne les coutures des côtés de la veste avec les coutures des côtés de la doublure, les pinces de la veste avec les coutures qui alignent le milieu dos et les côtés du dos de la doublure, etc. etc. Et je laisse quand même une ouverture pour pouvoir retourner le tout sur l'endroit, parce que là pour l'instant tout est sur l'envers. Et donc pour retourner ma veste, je laisse des trous aux extrémités de la couture, donc ce qui correspond au bas du milieu du devant. Une fois que j'ai tout épinglé, je couds au point droit à la machine à coudre. J'ai pas besoin de faire de surfil vu que je viens de le faire précédemment. Une fois que j'ai bien tout cousu, je désépingle et je retourne entièrement ma veste. Donc je mets ma main dans le trou et je retourne, ça va ressembler un peu à une boule de tissu, mais avec de la patience, on arrive à tout remettre dans le bon sens. Je vérifie que ma couture s'est passée sans encombre et je peux m'atteler aux 2 petits trous qui restent dans les coins en bas à droite et en bas à gauche. Donc ces petits trous correspondent au bas du milieu du devant.
Donc je fais un nœud parce que, comme je l'ai expliqué précédemment, il faut faire des nœuds pour les débuts et les fins des coutures des surjets, puisqu'il n'y a pas de point d'arrêt sur la surjeteuse. Et là je vais vous le montrer seulement sur un des deux coins, mais il faut faire un jeu de plis pour terminer ces coins là. Il faut tout rentrer vers l'intérieur. Pour rentrer tout vers l'intérieur, j'ai dû découdre un bout de la parmenture du devant qui me gênait. Donc j'ai décousu la parmenture du devant et je peux plier vers l'intérieur à la fois le bas du tissu principal, le bas de la parmenture, le bas de la doublure et tout aligner correctement. Et cette couture là doit se faire à la main. Donc j'épingle bien et je couds tout ça à la main au point invisible. J'en profite pour bien aligner les deux côtés de ma veste pour que ce soit symétrique. Donc il ne faut pas que d'un côté ce soit plus plié que de l'autre. Je commence par coudre à la main les plis du tissu principal. Donc ces plis, je rappelle, c'est le bas du tissu principal qui remonte vers l'intérieur et la parmenture du tissu principal qui remonte elle aussi vers l'intérieur. Une fois que j'ai cousu ça, il y a le pli de la doublure, donc le bas de la doublure qui remonte vers l'intérieur et le côté de la doublure qui se plie lui aussi vers l'intérieur. C'est pas facile à expliquer, mais j'espère qu'avec les images vous verrez bien. Une fois que j'ai fini de coudre la veste, il ne me reste plus qu'une seule étape, c'est de trouver un système d'attache pour que je puisse la fermer. Parce que sinon, vu que j'ai prévu de la porter sans rien en dessous, eh bien je vais être topless, enfin en partie, enfin vous avez compris. Donc il faut que je la ferme. Et pour ça j'ai décidé d'attacher des attaches de soutien-gorge. Donc c'est un petit crochet qui vient se mettre dans un petit anneau. J'en ai une boîte remplie que j'avais trouvée chez ma grand-mère, donc j'essaie de trouver quel crochet va avec quel anneau parce qu'ils sont pas tous de même taille et de même couleur. Une fois que j'ai fait mon choix, je décide où est-ce que je vais les coudre sur la veste. Donc il me semble que j'en ai cousu 4 et qui sont pas à intervalles réguliers parce que au niveau de la poitrine il fallait en mettre plus qu'au niveau du bas, parce qu'au niveau de la poitrine ça avait tendance à tirer plus et ça avait tendance à s'ouvrir plus. Et donc tout simplement je les couds sur la veste en vérifiant que j'ai bien aligné au même niveau le crochet et l'anneau, parce que sinon ça va pas être symétrique et ça va pas être joli. Je vous ai montré la couture seulement de une paire crochet anneau et pas les 4 parce que c'était un peu long et c'est juste de la couture à la main. J'ai donc définitivement fini l'ensemble et il me reste à coudre le sac. Je vous ai fait un petit dessin du sac. Alors, je sais pas si on va bien comprendre ce que j'ai voulu faire, mais c'est un sac rectangulaire. Sur le devant du sac, il y a des plis qui sont plaqués. En haut du sac, il y a un zip pour ouvrir, 2 anses, mais aussi une grande bandoulière parce que j'aime pas porter mon sac à la main, je préfère le porter en bandoulière, mais je trouvais que les anses étaient jolies. Tout autour des côtés et du bas du sac, il y a des petits volants pour apporter des détails et quelque chose de mignon et d'original, et je trouvais que ça contrastait bien avec les plis plaqués qui étaient plus stricts. Et j'ai mis le détail du côté du sac pour montrer qu'il est plus évasé en bas que en haut. En haut du sac, le côté est plié vers l'intérieur. Je sais pas si c'est clair, mais voilà, c'est un peu évasé. Si on met le sac de profil, on voit un triangle isocèle. Le truc, c'est que j'ai très peu de chutes de tissu. Donc la première étape, ça va être de prendre toutes mes chutes de tissu que j'ai découpées sur la veste et sur la jupe et de découdre. Parce que si je ne découpe pas, je vais perdre tous les centimètres qui sont dans les coutures, dans les ourlets, etc. Donc je prends le bas de la veste, je découds la parmenture du devant de la veste, je découds l'ourlet du bas de la veste et je découds la couture qui assemble le devant au derrière de la veste. Je découds aussi les pinces et j'obtiens un des deux devants du bas de la veste totalement plat que je vais repasser pour que ce soit bien plat et que quand je coupe j'ai pas de problème. Dans cette pièce de tissu, je vais découper le dos de mon sac qui est un simple rectangle. Donc je prends une feuille et je dessine un rectangle
Là, tout ce qu'il faut, c'est que la forme vous convienne, que vous trouviez ça harmonieux, que le ratio entre la longueur et la largeur vous convienne. Et je rajoute 1 cm de marge de couture directement sur mon papier, parce que ça prend pas longtemps à faire et comme ça, je vais gagner du temps au moment de la coupe. Je passe maintenant au patronage de la pièce du devant du sac. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le devant du sac va être plissé pour lui apporter un petit peu de détail et d'originalité. Donc la pièce du devant va être plus grande vu que quand je vais créer les plis, ça va rétrécir en largeur. Donc je commence par tracer un cran qui représentera le milieu du sac et je place d'autres crans pour faire les repères de mes plis. Les crans vont ainsi se superposer pour créer des plis. Donc je marque avec des flèches quels crans doivent se superposer et vers quel côté je dois rabattre le pli une fois formé. Je scotche une deuxième feuille sous ma première. Cette deuxième feuille va me servir de repère puisque cette deuxième feuille va me servir à mesurer la longueur du sac une fois les plis cousus. Donc je me munis d'un stylo pour mettre de la même couleur l'écran qui correspond à la pièce pas encore pliée sur la feuille du haut et la pièce pliée sur la feuille du bas. Donc le milieu reste au milieu et on voit que un cran qui se trouve très à gauche sur la feuille du haut va se trouver plus centré sur la feuille du bas. Je continue l'opération de création d'écran et je sais que je veux 3 plis de chaque côté de mon sac, donc 6 plis en tout. Donc une fois que j'ai les 3 plis, je vais simplement mesurer combien de centimètres il me manque pour atteindre la largeur du sac en comparant par rapport à ma pièce du dos et je trace le côté du sac. Je vais répéter exactement la même opération de l'autre côté du sac, donc là j'ai fait la gauche, je vais faire la droite. Et on voit que je rabats mes plis de façon symétrique, tout à l'heure je rabattais mes plis vers la droite, là je les rabats vers la gauche. Donc si vous lisez bien ce que j'ai écrit, pour chaque cran, il y a marqué milieu qui correspond au milieu du pli. Une double flèche entre 2 crans autour où il s'est écrit cousu pour dire que ces 2 crans doivent se superposer et être cousus ensemble pour créer un pli. Et donc ces 2 crans vont se regrouper au niveau du milieu. Et une 3e flèche qui est elle à sens unique où il y a écrit couché pour dire de quel côté doit être rabattu le pli. Je n'ai plus besoin de la feuille du bas et je peux maintenant passer au reste du patronage. Donc faire la ligne du haut de mon sac et créer les marges de couture. Je peux ensuite découper mes pièces de patron. Et sur la pièce de patron qui correspond au devant du sac, j'ai fait tous mes petits crans en bas mais je les reporte aussi en haut du sac puisque au moment où je vais couper mes crans dans mon tissu, pour être sûr que mes plis soient bien verticaux, je vais faire des crans à la fois en haut et en bas. Une fois que j'ai fait ça, je passe au patronage du fond du sac. Donc ça va être une grande bande de tissu tout simple, un grand rectangle qui va faire le fond du sac et les 2 côtés en un seul morceau. Donc pour la longueur, tout simplement, je mesure la largeur de mon sac plus 2 fois la hauteur de mon sac. Et pour la hauteur de cette bande, ça correspond à la profondeur de mon sac. Donc ça, j'ai choisi quelle profondeur je voulais. Et je rajoute des marges de couture de 1 cm tout autour. Et puis je peux aussi le découper. Une fois que j'ai fait ça, je vais essayer de trouver dans quel bout de tissu je vais pouvoir découper chaque pièce de patron. Donc comme j'avais dit, dans le bas du devant de la veste, je vais pouvoir mettre le dos de mon sac. Et là, le devant de mon sac, c'est une pièce beaucoup plus grande vu qu'il y a des plis. Donc je vais le faire dans le bas du dos de ma veste. Donc comme pour tout à l'heure, je dois tout découdre, les ourlets, les coutures sur les côtés et les pinces. Et une fois que j'ai fait tout ça, je repasse au fer à repasser pour avoir un bout de tissu bien plat et pouvoir y épingler mon patron. Je profite d'ailleurs des carreaux pour être sûre de bien épingler mon patron de façon droite. Et je fais pareil avec le dos de mon sac sur le bas du devant de ma veste. Je prends maintenant le bas de la jupe, je vais aussi découdre tous les ourlets. Alors le bas de la jupe, il est composé de 2 morceaux, un pour le devant, un pour le dos. Donc je vais découdre les 2 coutures qui sont sur les côtés et je vais obtenir 2 bandes.
Donc il va falloir que je découse les coutures sur les côtés, l'ourlet du bas et que je découse aussi toutes les petites coutures à la main qui plaquaient les plis. Comme les coutures que j'ai fait tout à l'heure pour plaquer les plis de la jupe, bah là faut que je les découse. Et une fois que j'ai fait ça, pareil, je passe la bande au fer à repasser. Et une fois que c'est bien plat, je vais venir aussi couper le biais qui est au bas de la jupe parce qu'il y avait un biais qui permettait de faire l'ourlet. Et ça m'embête pour couper mes pièces puisque ça crée du volume, donc je viens couper ça et je vais pouvoir épingler le fond de mon sac, qui est aussi la pièce qui correspond aux deux côtés de mon sac, dans cette bande de la jupe. Il faut maintenant que je fasse les patrons des anses. Donc là, c'est vraiment une question esthétique. Donc je réfléchis à quelle longueur je veux pour ma anse, à quelle forme je veux qu'elle ait. Donc moi j'ai fait une espèce de petite pointe arrondie au bord. Je pense aussi à bien inclure des valeurs de couture dans mon dessin. Et puis là je passe à la découpe du dos et du devant de mon sac. Donc j'ai pas besoin de réfléchir aux marges de couture vu que je les avais déjà inclus au moment de dessiner mon patron. Je découpe aussi le fond de mon sac qui correspond aussi au côté de mon sac. Et dans ce qui me reste d'une des deux bandes du bas de la jupe qui a été déjà découpée pour mettre le fond du sac, je couds une première anse. Alors des anses, il va falloir en faire 4 parce que je veux 2 anses qui soient recto verso, qui soient doublées. Donc je fais la première dans ce petit bout qui me reste de la première bande du bas de la jupe. Je prends ma machine à coudre et avec mes ciseaux, je reporte tout l'écran que j'ai dessiné au moment du patronage sur mon tissu. Donc je coupe à tous les endroits que j'ai dessinés, je désépingle et je vais venir former mes plis. Donc je superpose les crans qui vont ensemble, je mets des épingles aux deux extrémités en haut et en bas, je mets ma règle pour mettre une troisième épingle au milieu et avec ma machine à coudre je couds au point droit de manière rectiligne en rejoignant les 3 épingles que j'ai mises. Et je vais devoir faire ça 6 fois puisque j'ai 6 plis. Donc là je vous le montre au ralenti, je superpose l'écran du haut. Je superpose l'écran du bas, j'épingle, je prends ma règle pour mettre une troisième épingle au milieu qui soit bien alignée avec les 2 premières. Alors là les carreaux m'aident un petit peu. Et je couds de façon bien droite en rejoignant les 3 épingles. Je n'oublie pas les points d'arrêt en début et en fin de couture, mais ça c'est valable pour toutes les coutures. Je coupe les fils, j'enlève les épingles et je me retrouve bien avec mes 3 plis à droite. Et je vais faire exactement les mêmes choses à gauche. Je vais faire 3 plis. Faut faire attention aussi à quelque chose de tout bête, mais il faut faire attention à toujours former les plis dans le bon sens. Donc là je forme tous mes plis du côté de l'endroit du tissu. Je viens les plaquer donc vers le centre du sac et je mets des épingles en haut et en bas de chaque pli et je vais venir coudre au point droit en haut et en bas de cette pièce de tissu pour plaquer les plis. Une fois que j'aurai plaqué les plis avec des coutures en haut et en bas, je viendrai aussi les plaquer au milieu avec mon fer à repasser. Mais c'est pour être sûr que les plis ne bougent plus, ils soient bien immobilisés et après quand je vais coudre cette pièce de tissu aux autres pièces, j'ai pas de problème à cause des plis.
Donc je couds assez près du bord, parce qu'il faut que cette couture ne soit pas visible. Donc elle sera cachée par les autres coutures. On se rend bien compte maintenant qu'on a formé les plis que la pièce du devant du sac est de la même taille que la pièce du dos du sac. Et voilà à quoi va ressembler le sac une fois que j'aurai tout assemblé avec le fond, le dos et le devant. Je désépingle ma pièce de fond de sac et à ces deux extrémités je vais former des petits ourlets parce que je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le faire par la suite. Donc tout simplement je replie 2 fois le tissu vers l'intérieur, j'épingle et je vais venir coudre ça au point droit. Il faut maintenant que je coupe d'autres anses puisque je n'en ai qu'une sur les 4, mais le tissu se fait rare. Donc là j'utilise un petit bout, une petite chute qui correspond à la parmenture du devant de la veste que j'ai déjà utilisé. Donc la parmenture c'est vraiment un tout petit bout et mon anse ne rentre pas en entier, du coup je vais faire simplement une demi-anse. Donc je plie mon patron en 2 et au niveau du milieu de la anse, donc là où j'ai plié en 2, je vais laisser une petite marge de couture puisque vu que je vais coudre les 2 demi-anses ensemble, il faut laisser un petit peu de marge pour pouvoir faire cette couture entre les 2 demi-anses. Et je fais la deuxième demi-anse de mon sac dans la chute du devant de la veste que j'ai déjà utilisée. Donc là je fais la deuxième demi-anse et puis je me rends compte que j'ai fait une boulette, j'ai pas laissé de marge à la moitié de la anse. Donc je vous disais juste avant qu'il faut laisser un petit peu de marge pour coudre les 2 demi-anses ensemble et là je l'ai pas fait. Donc ça veut dire que la couture qui va assembler les 2 demi-anses va devoir être très près du bord pour gagner en fait de la place dans la anse et du coup ne pas avoir une anse trop courte. Et vu que je vais devoir faire cette couture très près du bord pour gagner du tissu et pas avoir une anse trop courte, je vais surfiler l'endroit où cette couture va être cousue. Donc ça veut dire que je prends ma machine à coudre et je couds au point zigzag avant d'assembler les 2 demi-anses ensemble. Bien sûr j'assemble les 2 demi-anses ensemble, endroit contre endroit. Comme ça la couture sera bien à l'intérieur de la anse cachée. Et là je me retrouve avec une anse complète et je peux assembler les 2 anses complètes l'une contre l'autre, endroit contre endroit. Alors à l'endroit où il y a une couture qui a assemblé les 2 demi-anses, je viens écarter la couture de chaque côté pour pas qu'il y ait un surplus de tissu d'un seul côté de la couture. Donc j'écarte bien les 2 marges de couture de chaque côté de la couture. Et je viens épingler tout autour, donc les 2 côtés de la anse ensemble. Et à un endroit, je vais laisser un trou parce que vu que c'est endroit contre endroit, il va falloir que je retourne le tout. Et une fois que j'ai tout épinglé, je vais coudre au point droit à 1 cm du bord. Quand j'arrive au niveau de la pointe de la anse, j'enfonce mon aiguille dans le tissu, je lève mon pied de biche et ça me permet de faire un virage bien net et pas un virage arrondi au niveau de la pointe de la anse parce que je veux qu'elle soit pointue justement. Et là on voit que je ne vais pas faire l'entièreté du tour de la anse, je m'arrête avant pour laisser un trou. Avant de retourner ma anse, je dégarnis les angles, c'est-à-dire qu'à l'endroit où j'ai les pointes de ma anse, si je retourne comme ça, je vais avoir un surplus de tissu au niveau de la pointe de la anse et ça sera pas bien pointu quand ce sera retourné parce qu'il y aura trop de tissu à l'intérieur. Donc je coupe les pointes, mais seulement les marges de couture, je vais pas couper mon fil de couture, je coupe seulement l'excédent de marge de couture. Je désépingle et je vais pouvoir retourner ma anse. Donc c'est pas évident, surtout pour retourner ce qui correspond aux pointes. Donc je m'aide d'un stylo et je prends mon mal en patience. Et j'insiste bien sur les pointes pour que ce soit joli. Ensuite je vais venir surpiquer ma couture pour que ma anse soit bien plate. Donc j'utilise des épingles pour bien faire ressortir les coutures, c'est-à-dire pour que ma anse soit bien plate. Et je vais venir surpiquer, c'est-à-dire coudre près du bord. Il ne faut pas que les coutures soient cachées à l'intérieur de ce boudin. À l'endroit où j'avais laissé ouvert, je vais pouvoir aussi coudre pour fermer ça. En fait, c'est la surpiqûre qui va s'occuper de fermer ce trou. Et c'est une façon assez discrète de le faire. Donc je mets plein d'épingles au niveau du trou. Je mets bien les marges de couture des 2 côtés endroit contre endroit pour être sûr qu'il n'y ait pas de trou à la fin une fois que j'aurai fait la surpiqûre. Je mets plein d'épingles pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème.
Et je couds très près du bord parce que sinon à l'endroit où il y a le trou, je risque de pas prendre toutes les épaisseurs dans ma couture. Donc je vais assez doucement, je couds près du bord et je fais quelque chose d'assez joli puisque là c'est une couture qui va être visible. Et je me retrouve avec une jolie anse toute aplatie. Au niveau de la couture qui assemblait les deux demi-anses, c'est assez plat aussi, vu que j'ai bien écarté mes coutures, donc tout va bien. Je prends le deuxième côté du bas de la jupe, donc la deuxième bande qui me restait, et il faut encore que je découse tout, donc que je découse l'ourlet et les plis. Et une fois que j'ai fait ça et que j'ai repassé mon tissu, je vais couper ma bandoulière. Donc j'ai réfléchi à quelle largeur je voulais pour ma bandoulière et je rajoute 2 cm pour avoir 1 cm de marge de couture de chaque côté. Je découpe et là je me rends compte que j'ai fait une bêtise puisque ma bandoulière elle est recto verso. Donc il faut pas que je prenne la largeur que je veux pour ma bandoulière plus 2 cm, mais 2 fois la largeur que je veux pour ma bandoulière, pour qu'elle se plie en deux, plus 2 cm de marge de couture, c'est-à-dire 1 cm de chaque côté pour pouvoir refermer la bandoulière sur elle-même. Donc je retourne ma bande et je vais couper la bonne largeur pour ma bandoulière sur toute la longueur de la bande de la jupe, jusqu'à l'endroit où j'ai fait une bêtise. Mais là du coup ma bandoulière elle est un peu courte, donc il faut que je récupère le tissu sur lequel j'ai fait la bêtise. Et sur l'endroit où j'ai fait la bêtise, je vais pas avoir une bande pour la bandoulière, mais 2 bandes, une pour le recto, une pour le verso, et du coup je vais devoir assembler ces 2 petits bouts. Là où normalement j'aurais simplement plié la bande de tissu en 2 sur elle-même. Je prends ma surjeteuse, puisque je vais surfiler beaucoup de pièces de tissu pour éviter que les bords des tissus s'effilochent et que mon sac s'effrite au cours du temps. Et je vais venir surfiler les côtés des bandes de tissu dans lesquelles je vais faire ma bandoulière, simplement les côtés où j'ai fait des bêtises, et ce sont les côtés sur lesquels je vais devoir coudre très près du bord. Donc comme tout à l'heure avec la anse, vu que je vais devoir coudre près du bord, il faut que je surfile pour pas que ça s'effiloche. Donc je vais surjeter 2 bords de chacune des petites bandes, plus une extrémité de la grande bande qui va être assemblée aux 2 petites bandes. J'en profite pour surfiler tout le devant de mon sac, les 4 côtés, et aussi tout le dos de mon sac, les 4 côtés. Et enfin les 2 côtés du fond de mon sac où je n'ai pas fait d'ourlet. Une fois que j'ai tout surfilé, je reprends ma machine à coudre pour assembler. Donc je commence par assembler les 2 petites bandes de ma bandoulière ensemble, puisque j'ai coupé au milieu alors que j'aurais pas dû. Donc je vais les assembler ensemble, endroit contre endroit, au point droit. Ensuite j'assemble cette petite bande endroit contre endroit avec la grande bande, puisque le but c'était d'avoir une bandoulière suffisamment longue. Et une fois que j'ai fait ça, je vais devoir faire une étape qui est assez longue et ennuyante, c'est fermer ma bandoulière. Alors là, je ne peux pas coudre endroit contre endroit puis retourner ma bandoulière, pour la simple et bonne raison que j'ai une bandoulière très fine, puisque j'avais pas beaucoup de tissu et parce que je la voulais assez discrète. Et du coup, si j'avais cousu endroit contre endroit, j'aurais eu beaucoup de mal à retourner après. Donc je vais faire comme un biais. En fait, je vais rentrer 1 cm de marge de couture en haut et rentrer 1 cm de marge de couture en bas et replier la bandoulière sur elle-même envers contre envers. Et je vais coudre simplement comme une surpiqûre, mais tout du long, et ça va venir fermer la bandoulière, donc je couds envers sur envers. Je commence par l'endroit où j'ai eu la couture qui assemblait le petit bout de la bandoulière au grand bout de la bandoulière, tout simplement pour m'assurer que les marges de couture sont bien couchées de chaque côté, parce que coucher les marges de couture de part et d'autre de la couture, ça permet d'éviter une épaisseur, un surplus de tissu, et du coup c'est plus esthétique. Mais je vais venir épingler tout du long.
Donc je rentre un petit peu en bas, un petit peu en haut, je superpose et j'épingle. Une fois que j'ai tout épinglé, je vais venir coudre au point droit à la machine à coudre assez près du bord, en faisant bien attention à prendre les 4 épaisseurs. Donc le devant de la bandoulière, le derrière de la bandoulière et les 2 marges de couture à l'intérieur. Et une fois que j'ai fait cette couture, je vais en faire une deuxième qui est inutile, mais qui est simplement esthétique. Pour avoir une bandoulière symétrique, je vais venir coudre l'autre côté. Puisque j'ai cousu d'un côté de la bandoulière, je vais venir coudre de l'autre côté, même si cette couture n'assemble rien vu que c'est le côté où la bandoulière était pliée en deux. C'est juste pour l'aplatir d'une part et la rendre symétrique. Donc je fais attention pendant cette couture à ne pas créer des plis en cousant, puisque le but c'est de faire quelque chose de joli. Enfin, je vais pouvoir passer à l'étape d'assemblage. Donc une des premières étapes d'assemblage, c'est de mettre les anses sur le sac. Donc je profite que le sac ne soit pas encore assemblé pour mettre les anses parce que c'est plus simple quand tout est plat. Donc je mesure bien avec ma règle, je prends plein de repères pour avoir des anses qui soient bien symétriques. Et je vais venir coudre mon anse sur le devant de mon sac. Au niveau de la couture, j'essaie d'être très précise et de coudre précisément là où j'avais fait la surpiqûre de mon anse, à venir fondre cette couture dans l'ancienne couture, pour que ce soit joli tout simplement. Et le problème c'est que là j'ai qu'une seule des 2 anses, il me faut une deuxième anse pour le dos du sac. Donc je prends le demi-devant qui me restait, puisque j'avais utilisé qu'un des 2 devants du bas de la veste, donc je prends le deuxième et je vais coudre 2 demi-anses. Donc la première demi-anse dans une chute qui me restait du bas du dos de la veste, toujours en laissant un petit peu de marge pour assembler les 2 demi-anses ensemble. Et la deuxième demi-anse dans la deuxième parmenture du devant de la veste, puisqu'il y a un des 2 devants de la veste que je n'ai pas utilisé encore. Donc je viens tout découdre comme d'habitude, les ourlets, les pinces, les coutures qui assemblent à la parmenture. Et dans la parmenture, je viens coudre ma deuxième demi-anse. J'essaie d'être bien alignée avec les carreaux. Et comme d'habitude, j'épingle et je coupe. Ensuite, je désépingle et je vais pouvoir assembler les 2 demi-anses entre elles, endroit contre endroit. Donc j'épingle à l'extrémité et je couds au point droit à 1 cm du bord. Et il me reste encore une anse à faire pour pouvoir assembler les 2 anses entre elles. Et là j'ai vraiment plus beaucoup de tissu, du coup j'utilise le bas du devant de la veste qu'il me restait, puisqu'il y a 2 devants sur la veste, j'utilise celui qui me restait. Et même en faisant ça, j'ai pas la place de mettre une anse entière vu que cette pièce n'est pas assez grande. Donc je vais venir caler la plus grande longueur de anse que je peux, et le petit bout qui reste je le ferai dans un autre morceau de tissu. Donc j'épingle et je note avec un crayon où est le bord du tissu, donc quel est le bout de anse qu'il me manque et que je vais devoir couper dans un autre morceau de tissu. Et je reprends une petite chute de tissu pour couper le morceau qui me manque. Alors je n'aligne pas la marque que j'ai fait précédemment au bord du tissu, je rajoute 2 cm puisqu'il me faut 1 cm pour chaque demi-anse. Pour pouvoir coudre les 2 demi-anses entre elles, il me faut 1 cm de marge de couture pour chaque demi-anse. Donc 2 cm au total. Je peux assembler donc les 2 demi-anses entre elles, les épingler endroit contre endroit et coudre au point droit à 1 cm du bord. Et je me retrouve avec 2 anses que je peux assembler entre elles. Je peux donc les assembler comme je vous ai montré précédemment pour la première anse, endroit contre endroit. J'épingle tout autour et aux endroits où il y a des coutures, donc les coutures qui assemblent les 2 demi-anses, j'écarte les coutures de chaque côté. Donc les valeurs de couture, j'en mets une à gauche de la couture et une à droite de la couture. J'écarte bien pour ne pas créer de surépaisseur. J'épingle tout autour, sauf à un endroit parce qu'il faut laisser un trou, parce que là, vu que j'ai épinglé endroit contre endroit les 2 anses, il va falloir que je retourne après avoir cousu. Donc je laisse un trou, je couds au point droit tout autour à 1 cm du bord.
je désépingle toute l'anse et je dégarnis les angles, c'est-à-dire qu'aux extrémités, là où il y a les pointes des anses, je viens couper le tissu en excédent pour ne pas créer de surépaisseur au niveau de la pointe de l'anse quand je vais retourner. Puis je m'aide d'un stylo pour tout retourner par le trou que j'ai laissé. Une fois que j'ai tout retourné, je viens entre mes doigts faire glisser la couture pour aplatir l'anse et ressortir la couture le plus possible pour ne pas avoir quelque chose qui ressemble à un boudin mais bien une pièce de tissu plate, et je viens épingler tout autour pour préparer la surpiqûre que je vais faire. Donc comme précédemment, la surpiqûre qui sert à aplatir l'anse, à faire ressortir les coutures et bien sûr à fermer le trou. Là où on a laissé une ouverture pour retourner l'anse, il faut fermer le trou. Donc je fais attention à bien rentrer les valeurs de couture au niveau du trou pour que ce soit propre et qu'on ne remarque pas qu'il y ait un trou. Puis je viens coudre très près du bord au point droit pour faire ma surpiqûre, et là je fais tout autour, hein. Je fais attention qu'à l'endroit du trou, j'ai bien cousu toutes les épaisseurs ensemble et que ce soit bien fermé. Je désépingle et je vais pouvoir assembler mon anse au dos de mon sac. Je reprends ma règle et je vais prendre les mêmes repères que pour la première anse pour coudre la deuxième anse au sac, et comme précédemment, j'épingle et je couds à l'endroit où j'avais fait la surpiqûre de l'anse pour que cette couture soit invisible. Elle est superposée avec la surpiqûre. Je vais assez vite parce que je vous ai déjà montré toutes ces étapes là, et maintenant je vais faire le volant du sac. Donc j'ai déjà une première bande que j'avais gardée d'un bout de la jupe. Il me restait que ce petit bout là, et là je vais faire une deuxième bande de même largeur pour prolonger la première, et je la coupe dans le petit bout qui me reste du bas du devant de la veste. Je couds au point zigzag l'extrémité de chaque bande pour éviter que ça s'effiloche au cours du temps, et une fois que j'ai cousu au point zigzag de façon individuelle chaque bande, je peux assembler ces deux extrémités entre elles endroit contre endroit et les coudre au point droit. Je me retrouve donc avec une grande bande, et il faut que cette grande bande soit froncée pour former le froufrou qui va être tout au long de la pièce qui correspond au bas et au côté du sac. Donc je prends la pièce qui correspond au bas et au côté du sac, je fronce grossièrement ma bande pour voir si elle est assez longue, et je vois que c'est bien. Du coup maintenant je vais pouvoir préparer ma bande avant de la froncer. Il faut notamment que je fasse l'ourlet de la bande, puisque en bas du froufrou je vais pas laisser en bord franc, sinon ça va s'effilocher. Donc je ressors ma surjeteuse, et pour faire quelque chose de plus raffiné qu'un simple surjet ou un ourlet qui demanderait du temps et qui ferait des épaisseurs, parce qu'un ourlet il faut plier 2 fois le tissu donc ça crée de l'épaisseur, je vais faire un ourlet rouloté. Donc je prends ma surjeteuse, je sors le petit manuel pour régler la surjeteuse sur ourlet rouloté, et ça va me faire une couture assez discrète et qui va éviter le tissu de s'effilocher tout en étant une couture assez jolie. Au moment où je croise la couture qui a assemblé les deux bandes entre elles, je fais attention à bien écarter les marges de couture et de part et d'autre de la couture pour ne pas créer de surépaisseur. Une fois que j'ai fait ça, je vérifie que l'ourlet rouloté s'est bien fait tout au long de la bande. Et là, je vois qu'il y a un petit endroit où l'ourlet rouloté n'a pas bien été fait. Du coup, je sors ma machine à coudre et je vais venir coudre au point zigzag par-dessus de façon assez discrète. Et le point zigzag va venir fixer l'ourlet rouloté là où il n'était pas bien fixé. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire 2 ourlets aux extrémités de la bande. Donc je replie le tissu 2 fois vers l'intérieur, j'épingle et je vais venir coudre au point droit pour que l'extrémité du froufrou soit propre. Et je peux maintenant reprendre ma bande et m'occuper du dernier côté, celui où je n'ai ni fait d'ourlet rouloté ni d'ourlet simple à la machine à coudre. Et sur ce grand côté qui est resté en bord franc, je vais venir créer des fronces. Pour ça, je règle ma machine à coudre sur le point droit et le point le plus large. C'est-à-dire qu'entre chaque moment où l'aiguille de la machine vient se planter dans le tissu, il y a un gros écart, une grosse distance. Et je viens venir coudre au point droit tout le long de la bande. Je fais ça assez près du bord parce qu'il faut que cette couture soit cachée dans la valeur de couture par la suite. Il faut que cette couture ne soit pas visible, donc elle va venir être cachée par d'autres coutures. Et je ne fais surtout pas de point d'arrêt en début et en fin de couture. Pareil que pour l'ourlet rouloté, quand je croise la couture entre les deux bandes, je fais attention à bien écraser les valeurs de couture de part et d'autre de la couture. À la fin de la couture, je laisse une grosse marge de fil avant de couper. Je ne coupe pas à ras-bord parce que pour former les fronces, je vais avoir besoin de tirer sur un des deux fils. Je sais jamais si c'est le fil du haut ou le fil du bas de la machine à coudre, mais je viens tirer sur un des deux fils et ça va former des fronces. Alors ça prend un petit peu de temps, mais il faut venir ramener les fronces tout au long de la bande en tirant sur le fil.
fil, en faisant aussi attention à pas casser le fil parce que sinon il faut recommencer la couture qu'on vient de faire. Et je peux tirer sur les fils des deux côtés de la bande. Ça peut être plus simple si on tire de part et d'autre et qu'on essaie de ramener les fronces au milieu. Une fois que j'ai fait mes fronces, je vérifie que la bande froncée a bien la même longueur que la pièce à laquelle je vais l'assembler, c'est-à-dire le fond et les côtés du sac. Et une fois que j'ai fini de froncer, je vais venir assembler la fronce à cette pièce. Donc pour ça, je vais venir assembler l'envers de la fronce contre l'endroit de la bande, puisque j'ai réfléchi à dans quel sens je voulais que la fronce soit, et je veux que le joli côté de la fronce soit visible du même côté que le devant du sac. Donc c'est pour ça que je couds dans ce sens-là et non pas endroit contre endroit. Puis je vais venir coudre la fronce à la pièce de tissu, donc au point droit à la machine à coudre. Pareil, assez près du bord parce que cette couture doit être cachée par une autre couture par la suite. Donc assez près du bord, mais je fais quand même attention à ce que tous les plis de la fronce soient pris dans la couture. Parce que quand il y a des plis et du volume comme ça, parfois il y a des bouts de tissu qui sont pas pris dans la couture. Et cette fois-ci, je fais bien des coutures d'arrêt en début et en fin de couture, puisque la fronce ne doit plus bouger. Elle doit être fixée à la pièce de tissu. Et pareil, je couds au point droit, mais pas forcément à un point très large comme quand j'ai formé des fronces. Ça peut être un point de largeur 2 comme j'ai l'habitude d'utiliser. Une fois que j'ai cousu tout ça, je désépingle et j'en profite pour couper tous les fils qui dépassent, notamment les fils qui m'ont servi à former les fronces. Et je peux aussi supprimer les fils qui dépassent sous la fronce. Et je peux enfin assembler le bas du sac et donc les côtés du sac aussi au devant du sac. Donc là je vais le faire endroit contre endroit et je vais assembler le côté où il y a la fronce contre le devant du sac. Endroit contre endroit aussi. Donc j'épingle tout autour, les côtés et le bas du sac. Et là je me rends compte que je ne tombe pas pile. Donc pour tomber pile et avoir la bonne répartition de tissu tout autour, je vais venir plier ma pièce en deux pour savoir où est le milieu de la fronce. Je mets une épingle et je vais assembler le milieu de la fronce au milieu du bas du sac. Une fois que j'ai assemblé le milieu de la fronce au milieu du bas du sac, je peux assembler l'extrémité de la fronce au haut du côté gauche et l'autre extrémité au haut du côté droit du sac. Et je répartis bien l'embu pour que ce soit égal sur les côtés, en bas et dans les angles. Une fois que j'ai tout épinglé, je vais venir coudre au point droit à la machine à coudre à 1 cm. Et donc je couds bien à 1 cm, pas trop près du bord parce qu'il va falloir cacher les coutures qu'on a fait avec la fronce précédemment. Et je vais très doucement dans l'angle puisqu'il ne faut pas former de plis. Donc pour pas former de plis, il ne faut pas coudre sur des épaisseurs de tissu qu'on veut pas coudre. Donc j'hésite pas à prendre mon temps. Donc en fait, comment ça fonctionne? Je viens coudre la première ligne le plus loin possible dans l'angle en rabattant tout le tissu vers moi. Puis je plante mon aiguille, je lève le pied de biche, je tourne ma pièce d'un quart de tour pour coudre la deuxième ligne qui est perpendiculaire. Et là, je vais rabattre tout le tissu vers le fond. Et je peux faire la deuxième ligne et avoir un angle bien propre. Je désépingle, je retourne. Je vérifie que au niveau de ma couture, j'ai pas fait d'erreur. Tout est bien cousu de façon propre. Et on voit que j'ai la fronce du côté du devant du sac et le joli côté de la fronce qui est visible du côté du devant du sac. Et le côté moins joli de la fronce est face au bas du sac. Donc c'est pas grave parce qu'on a tendance à pas regarder un sac depuis le sol en fait. Il me reste maintenant à assembler le dos du sac avec le bas du sac. Donc je mets mon sac à l'endroit et je viens pincer la couture de l'intérieur pour tout retourner et avoir tout qui soit endroit contre endroit.
donc l'endroit du bas du sac contre l'endroit du dos du sac. Et je mets une épingle au niveau du milieu du dos, une deuxième épingle au niveau du milieu du bas du sac et j'aligne les deux épingles pour que le milieu me serve de repère. Donc comme précédemment, le milieu me sert de repère et les extrémités aussi. J'en profite pour faire des nœuds à toutes mes coutures de surjeteuse parce que comme je l'ai expliqué précédemment, quand on coud à la surjeteuse, on peut pas faire de point d'arrêt. Du coup, les fils qui dépassent, il faut faire des nœuds à la main pour stopper les coutures. Et je viens épingler comme précédemment tout autour, les côtés, le bas et les angles. Et comme pour le devant du sac, je vais coudre de la même façon le dos du sac au point droit à 1 cm en faisant attention dans les angles. Je désépingle et voilà ce que donne le sac une fois retourné et qu'il est à l'endroit. Et là, ce qui manque, c'est le zip pour pouvoir fermer le sac. Donc j'en ai trouvé un dans mon stock, que j'avais d'ailleurs trouvé chez Emmaüs, qui est très joli, de la bonne longueur et de couleur bleue comme le bleu du tissu. Vu qu'il est très joli, je vais le coudre de façon apparente. C'est-à-dire que je ne vais pas coudre le zip endroit contre endroit avec le sac, mais je vais venir le coudre envers contre endroit, comme la fronce tout à l'heure avec le bas du sac. Première chose à faire, je vais coudre le zip sur le devant du sac et pour ne pas être gênée par les anses au moment de coudre, j'épingle les anses vers le bas du sac pour les plaquer vers le bas. Ensuite, je pose le zip sur le devant du sac. Donc le zip et le devant du sac sont tous les deux sur l'endroit, donc j'ai bien l'envers du zip sur l'endroit du sac et je vais venir faire en sorte que le bord du sac soit le plus proche possible des dents du zip sans non plus gêner les dents du zip parce que sinon on aurait du mal à ouvrir et fermer le sac. J'épingle comme ça et pour avoir des repères je plie mon zip en deux, je mets le milieu du zip aligné avec le milieu du haut du devant du sac. J'épingle et pour les extrémités du zip, donc le début et la fin du zip, je vais replier vers l'intérieur parce que c'est moche, c'est pas bien fini, donc je replie vers l'intérieur pour que les extrémités soient coincées à l'intérieur et invisibles. Une fois que j'ai tout épinglé, je peux coudre au point droit. Je change la couleur de mon fil pour que le fil soit bleu marine comme le zip et non blanc parce que sinon ce serait pas esthétique. Et je vais venir coudre, non pas avec un pied de biche pour fermeture éclair, mais avec un pied de biche normal parce que mon but n'est pas de coudre très près des dents du zip, mais au contraire de coudre le plus près du bord du zip, donc le plus loin des dents du zip possible. Parce que coudre le plus près du bord du zip, ça me permettra d'avoir un bord du zip qui ne rebique pas et qui restera bien plaqué sur le sac. Et maintenant, je vais coudre le zip au dos du sac, donc pareil. Je cherche le milieu du zip, je l'aligne avec le milieu du haut du dos du sac. J'ouvre le zip parce que je ne peux pas coudre en ayant le zip fermé, sinon je vais avoir plusieurs épaisseurs cousues les unes sur les autres puisque mon sac serait fermé. Je rabats les anses vers le bas et je fixe ça avec des épingles. Et je rabats les extrémités du zip vers l'intérieur pour les cacher. J'épingle tout du long, pareil en mettant le bord du sac le plus près possible des dents du zip. Et je couds au point droit avec un pied de biche normal le plus loin des dents du zip possible, c'est-à-dire le plus près du bord possible. À l'extrémité où le zip ne peut pas s'ouvrir, parce que je n'ai pas pris un zip séparable, parce que j'avais pas besoin qu'il soit séparable, étant donné que j'avais pas besoin que le sac s'ouvre complètement. Je fais très attention à coudre seulement les épaisseurs qui m'intéressent et pas toutes les épaisseurs du sac, parce que toutes les épaisseurs sont rapprochées, vu que le zip est fermé et que du coup ça rapproche toutes les épaisseurs. Je désépingle, et maintenant que j'ai cousu le zip, je regarde quelles sont les coutures qui sont vilaines et qui sont visibles de l'extérieur, notamment aux extrémités du zip. Le sac reste ouvert sur les côtés et on voit une couture moche. Donc c'est la couture qui assemble le devant et le dos du sac au côté du sac. Et cette couture a tendance à être visible et pour qu'elle soit invisible, je vais venir la plaquer sur le devant et le dos du sac respectivement.
Donc aux 4 angles du sac, je viens plaquer les coutures qui assemblent le côté à la face avant ou arrière vers la face avant ou arrière respectivement. Donc pour le côté où le zip s'ouvre, j'ai juste à ouvrir mon sac, le retourner, plaquer la couture et coudre un petit point à la machine à coudre. J'utilise mon fil bleu parce que le petit point va se faire à l'endroit où il y a le zip. Donc ce sera fondu dans le zip et ce sera totalement invisible. En plus la couture se trouve juste derrière l'anse, du coup quand l'anse est relevée, c'est vraiment encore plus invisible. Donc j'ai fait les 2 coutures sur les 4 qui sont au niveau du zip qui peut s'ouvrir. Mais par contre, à l'autre côté, là où le zip ne peut pas s'ouvrir, je ne peux pas faire les coutures sans risquer de coudre plusieurs épaisseurs ensemble. Du coup, je ferai les coutures à la main plus tard. Et donc, plaquer les coutures comme ça les rend invisibles dans le petit trou sur les côtés du sac. Une fois que j'ai fait ça, je viens former les plis sur le côté du sac. Puisque là, le sac pour l'instant, c'est un pavé droit. Et moi, je veux qu'il soit plus évasé en bas qu'en haut. Donc, je vais venir en haut plier le côté du sac vers l'intérieur. Donc je le plie, j'épingle et je vais venir coudre ça à la machine à coudre, le pli fini. Et là je me rappelle que j'ai ma bandoulière à fixer, donc ce serait peut-être le moment d'y réfléchir. Et je me rends compte qu'en fait il sera très bien dans cette couture du pli. Parmi les différents emplacements de la bandoulière que j'ai pu choisir, j'avais essayé de mettre la bandoulière cachée derrière l'anse. Mais c'était pas vraiment aux extrémités du sac puisque l'anse n'est pas tout au bord du sac et du coup j'avais peur que le sac ait tendance à tourner sur lui-même. Du coup j'ai pas choisi cette option, mais je sais que ça existe dans le commerce des sacs où la bandoulière est accrochée derrière l'anse. Donc je ne coupe pas la bandoulière entre les 2 épaisseurs du pli, sinon le bout de la bandoulière serait visible à l'extérieur du sac, mais je coupe bien l'extrémité de la bandoulière à l'intérieur du sac. Avant ça, je surfile l'extrémité de la bandoulière au point zigzag pour pas casser filoche, et je viens du coup simplement superposer l'extrémité de la bandoulière avec le pli formé à l'intérieur du sac, donc sur l'envers, et coudre au point droit. Donc j'ai repris un fil blanc parce que pour la suite, je vais coudre simplement sur le tissu et non plus sur le zip. Quand je retourne le sac, l'extrémité de la bandoulière est bien cachée à l'intérieur du sac et le pli est bien formé sur le côté. Il faut maintenant que je fasse l'autre côté. Je commence par surfiler l'autre extrémité de la bandoulière et là il faut rentrer la bandoulière dans le trou sur le côté puisque comme ça la bandoulière sera cachée à l'intérieur du sac. Et en même temps je forme un pli vers l'intérieur. J'ouvre mon sac, je retourne, je vois que la bandoulière est bien passée par le trou et il faut venir la fixer au pli. Donc j'épingle mon pli, il va falloir que j'épingle la bandoulière, mais avant ça il faut que je vérifie que ma bandoulière n'est pas torsadée sur elle-même. Donc quand je couds l'autre extrémité de la bandoulière, est-ce que c'est bien plat par rapport à l'autre extrémité que j'ai déjà cousue? Sinon quand je vais porter mon sac en bandoulière, ça va torsader sur mon épaule et c'est pas le but. Moi je veux une bandoulière bien plate. Et pareil, je couds au point droit. Et voilà ce que ça donne. Le sac est presque fini, il ne me manque plus que les coutures à la main. Alors pour les coutures à la main, il y aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, les coutures au niveau des coins que je ne pouvais pas faire à la machine à coudre. Donc les coutures qui assemblent le dos ou le devant du sac avec le côté du sac qu'il faut venir plaquer sur le côté. Sinon elles sont visibles de l'extérieur et je ne pouvais pas le faire à la machine sur le côté où le zip ne peut pas se séparer. Et j'ai aussi une deuxième couture à plaquer. Ce sont les valeurs de couture qui assemblent le bas du sac avec le devant du sac, puisque dans cette couture il y a le volant, la fronce qui est prise en sandwich. Et le problème c'est que moi je veux que ma fronce elle soit bien verticale quand je regarde mon sac. Je veux que la fronce soit en dessous du devant du sac.
Et là, avec les épaisseurs de couture, la France a la tendance à être horizontale alors que je veux qu'elle soit verticale. Donc pour pallier à ce problème, je viens plaquer la valeur de couture qui assemble le devant du sac avec le fond du sac sur le devant du sac, donc vers le haut. Et comme la valeur de couture sera plaquée vers le haut, le volant, lui, va venir se redresser vers le bas et non pas de façon horizontale. Voilà, c'est une petite technique. Quand on veut qu'une pièce soit dans une certaine direction, on va plaquer sa valeur de couture dans la direction inverse. Donc ça, je le fais avec du fil blanc à la main et avec un point invisible. Parce que je veux pas que ce soit visible de l'extérieur, donc je vérifie que mon point est bien invisible et je fais ça sur toute la longueur du bas du sac. Et voilà, mon sac est enfin terminé. On voit que le volant se tient maintenant bien plus vers le bas, alors qu'avant il avait tendance à rebiquer vers le haut. Et voilà le résultat. Je vous laisse admirer les quelques rushs que j'ai pu filmer. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire cet ensemble. Je sens que je vais beaucoup le porter et je suis ravie d'avoir pu faire en sorte de le porter bien plus que je ne l'aurais porté avant les modifications. Alors les modifications sont pas non plus gigantesques, mais ça permet vraiment de faire en sorte que je prenne beaucoup plus de plaisir à le porter et que ce vêtement qui était chez Emmaüs à quelques euros soit valorisé dans mon armoire. C'était un peu long, mais ça valait le coup. Même pour vous, la vidéo est un peu longue, mais alors imaginez pour moi, sachant que j'ai accéléré à peu près tous les rushs à 500% en vitesse x5, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Notamment le sac, parce que c'était le tout premier sac que j'ai cousu. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Il y aura évidemment plein d'autres épisodes sur mes achats à Emmaüs parce que comme je vous ai dit, j'y vais très régulièrement. Il y a plein de choses que j'ai en stock d'ailleurs de chez Emmaüs et que je garde dans des sacs pour vous montrer. Donc il y a des vêtements que j'ai achetés et que je ne porte pas parce que j'attends de vous les montrer et de faire les modifications des vêtements en vidéo. Mais ça va arriver, c'était seulement le premier épisode d'une très longue série. Donc j'espère que ça vous a plu parce que sinon je vais faire une série de vidéos qui vous plaît pas. Salut!